Bonjour à toutes, bonjour à tous. On retourne faire une petite visite chez les youtubeurs spécialisés en conception assistée par ordinateur et qui nous donnent des leçons sur la manière de réaliser certains types de pièces. Je suis tombé sur la chaîne de Workbench Stuff. Alors c'est une chaîne assez grosse, 50 000 abonnés hein, quand même. Et puis voilà, le gars se présente comme il travaille à l'université de technologie de Bucarest. Donc voilà, c'est pas quelqu'un d'ignorant hein, sur la partie modélisation. Et là, il va nous expliquer dans CATIA V5 comment réaliser cette pièce en 3D, donc un tube en forme d'Y. Et je suis tombé, enfin j'ai trouvé à peu près la même chose, cette fois sur une chaîne indienne, là aussi chaîne avec 175 000 abonnés. Eux, ils font ces gens-là. Alors ils s'appellent, ils font des masterclass hein, en CAO. Ils ont tout un programme. Ils vous vendent des cours. Ok, très bien. Bon, enfin, je pense pas que vous irez faire des cours en Inde, hein, mais bon, voilà. Et très bien leur chaîne, enfin, ils expliquent, etc. Ils prennent leur temps, pourquoi pas. Sauf que, ils racontent des conneries. Pour notamment sur cette partie-là de modélisation, je vais vous montrer qu'ils s'y prennent comme des manches. Et alors, est-ce que c'est lié au fait que ni SolidWorks ni Katia ne savent faire autrement, ou est-ce que c'est simplement eux, par ignorance, qu'ils réalisent ces pièces-là? Alors, c'est subtil, c'est du détail, évidemment, sauf que lorsqu'on prétend construire des mirages ou voilà, des avions de chasse, des trains, des voitures, etc., il y a intérêt quand même plutôt à être précis dans ce qu'on fait. Alors, avant de partir sur la modélisation, ce qu'il faut se poser comme question, c'est de savoir, avant de dessiner une pièce, c'est comment est-ce que ces pièces-là sont fabriquées. C'est très important. Si J'ai vraiment cette impression d'ailleurs quand je vois leurs vidéos à ces gens-là, que ce sont des gens qui sont totalement coupés du monde industriel et qui ne savent pas ou ne tiennent pas compte de la manière dont sont réalisées les pièces qu'ils dessinent. C'est vraiment assez surprenant. On a l'impression que les pièces là vont être moulées. Ou imprimé en 3D peut-être, alors que c'est rarement le cas. Et du coup, j'ai été fouillé là aussi sur les intertubes et j'ai trouvé une chaîne, je vous mettrai tout ça en description, d'un gars là qui nous explique comment réaliser, comment lui il va réaliser ces différentes géométries. Et notamment, j'ai trouvé ici la façon dont il réalisait ce tuyau en Y. Et si on va un petit peu plus loin dans la partie où effectivement il modélise, enfin non, lui pour le coup il ne modélise pas, il coupe du tube et ensuite voilà il pointe. Mais ce qui est très important de regarder, c'est là, c'est qu'en fait il vient débiter des portions de tubes cintrés. Et ça a son importance parce que un tube cintré, c'est fabriqué par une cintreuse de tubes, c'est des machines spécialisées là-dedans, et le coude est systématiquement, et c'est une portion de cercle, hein, c'est une vraie portion, c'est un arc de cercle, géométriquement parlant, avec un vrai rayon, et la cintreuse, de toute manière, ne peut pas faire autrement, parce que vous avez le tube qui est enfilé sur un galet, et ensuite une autre partie de la machine vient cintrer ce tube autour de ce galet. Si vous avez déjà fait un petit peu de plomberie chez vous, et que si vous avez déjà cintré du tube ou de la plomberie, c'est exactement le même principe, sauf en méthode industrielle, ce qui fait que on a effectivement des portions d'arc. De ce, voilà, ça c'est une portion d'arc et ça peut pas être autre chose. Et en tout cas, certainement pas une portion d'ellipse. Voilà. Alors vous pourrez aller regarder comment il fait, ça peut être intéressant, mais euh, c'est comme ça que les industriels font pour réaliser ce genre de tube. Hein. C'est pas magique. Et alors quand on regarde ici sur cette chaîne-là, au début de son exercice, il y a un plan justement. Voilà. Il y a un plan côté
Et on voit ici une cote rayon 20 sur cette portion de cercle, mais attention, il s'agit d'une coupe, comment ça s'appelle, une coupe rabattue ici. La coupe A1, coupe rabattue, ça veut dire que ici, théoriquement, si je lis, moi qui suis mécanicien dessinateur industriel, lorsque je vois une cote ici marquée rayon 20, ça sous-entend que cette partie-là est effectivement un arc de cercle. Or, on va le voir dans la façon dont il réalise son tube là, eh bien c'est faux. Ce n'est pas, et d'ailleurs ça se voit bien quand on observe attentivement son plan. Ce n'est pas, ce n'est pas un arc de cercle ici, c'est une portion d'ellipse. Donc, tel qu'il est là, son plan de définition est faux si il pense que sa pièce va être réalisée avec les moyens classiques de portions de tubes donc tronçonnées, puis soudées. Et c'est ce genre de collecteurs en Y sont fabriqués comme ça. Il n'y a pas de méthode pour faire cela autrement. Alors j'ai vu effectivement des méthodes où la partie basse était réalisée avec deux parties embouties, mais en tout cas ces parties-là, ces coudes ici, eux sont forcément extraits de tubes qui sont donc cintrés à la cintreuse. Alors on va regarder un petit peu comment il s'y prend, et puis moi je vais vous montrer comment il faut faire pour ne pas être dans ce cas-là. Alors, et vous pourrez regarder sur les deux vidéos, que ce soit Katia ou que ce soit SolidWorks, les deux utilisent exactement les mêmes la même procédure. Donc ils vont passer par l'esquisse de deux courbes perpendiculaires et ensuite par la projection, l'intersection de ces deux courbes. Mais alors, je vais faire pareil aussi, mais avec une petite différence de taille. C'est-à-dire que là, dans la première courbe qu'il est en train de tracer, il va intégrer directement le rayon 20 ici. Voilà, il le fait consciencieusement. Je m'étonne aussi sur Katia. Je sais pas si c'est une habitude, mais j'ai l'impression que son esquisse est petite par rapport à la taille de son écran. Surprenant, ça facilite pas forcément le travail. Alors est-ce que c'est son habitude ou je sais pas. C'est assez surprenant. Voilà, donc il a fait sa première esquisse. Il va ensuite faire son Y ici, enfin son demi Y. Hop, hop. Alors, voilà, il fait son demi Y. Alors une remarque aussi, hein, au lieu d'aligner le sommet de son Y sur le sommet de son autre courbe pour éviter de placer la cote à 62, bah non, il replace la cote. Donc, ce qui fait que s'il modifie cette cote-là sans modifier l'autre, eh ben, il risque d'avoir des problèmes après dans le comportement de sa pièce. C'est aussi un point que j'ai remarqué depuis que je regarde les vidéos de ces gens-là, c'est qu'ils ne tiennent absolument pas compte des modifications éventuelles que pourraient subir leurs pièces par la suite. Ils surcotent, ils ne mettent pas de liaison des fonctions les unes avec les autres. C'est vraiment surprenant cette façon de faire. C'est après moi le déluge, comme on dit, et c'est bizarre. Donc voilà, là il intègre aussi son rayon de 20 sur sa courbe, et ensuite il va réaliser l'intersection des deux courbes, donc fonction de combinaison de courbes. Et là où on va voir effectivement, donc c'est de la géométrie descriptive, la projection d'une courbe sur une autre. L'arête là, l'arête supérieure reste, enfin l'arête projetée reste au même niveau que l'arête ici. Elle n'a pas fait une rotation, elle a fait une translation. Ok, dans la direction ici, ça doit être le Z, les X, peu importe, elle a fait une translation, et idem ici pour ce point de départ de l'arc de cercle, on a une translation. Donc en fait, on a une projection d'un arc de cercle sur un plan incliné, et la projection d'un arc de cercle sur un plan incliné, c'est une portion d'ellipse. C'est même en fait la définition même de l'ellipse, c'est de la projection d'un cercle sur un plan incliné. Et bien on est exactement là-dedans, et donc ce parcours-là, c'est une portion d'ellipse, et donc ce n'est pas il n'obtiendra pas un tube cintré de manière correcte, et il ne respectera sûrement pas à cet endroit-là sa cote rayon 20. Et alors, si on va regarder un petit peu son homologue indien nous expliquer
royalement comment il réalise ça avec SolidWorks, et ben il fait exactement la même chose, et donc il aura. Alors on voit pas très bien son plan de détail, mais il y a ici aussi cette cote de 20 là qui apparaît sur son plan de détail, mais qui ne correspond pas, en tout cas à ce que l'on obtient avec leur méthode de travail. Voilà, il explique, blablabla, et puis il va faire exactement comme son collègue, sauf que bon, il fait les courbes dans l'autre sens. Pareil, donc ça cote. Voilà, 62. Ouais, ils ont vraiment pompé les uns sur les autres. 32, c'est exactement la même cote. Je sais plus si on... Non, l'autre, il a un angle de 35 degrés, mais bon, ça revient à peu près au même. Là, le rayon de 20, et puis il va faire ensuite son- sa potence. Voilà, tac. Alors lui, c'est bon, il s'est accroché au bout, donc il sera pas obligé de rajouter sa courbe, sa cote de hauteur. Il met son rayon 20, et puis voilà, il va mettre. L'autre c'était 37, là je sais pas combien lui il va mettre. Bon, pourquoi pas. Hop. Ah si, il recote quand même la cote de 62. Pareil, ils font les deux, ils font la même erreur tous les deux. Et c'est donc même cause, mêmes effets. Euh, ils vont, il va réaliser l'intersection à la projection de la courbe. Les deux courbes sont projetées l'une sur l'autre, et là on voit très très bien que c'est une déformation, et que là on va obtenir une portion d'ellipse et non pas un arc de cercle. Alors là, bien sûr, vu dans cette direction, oui, voilà, il nous montre, oui, c'est une intersection de deux courbes, tout à fait, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, voilà. Allez, on va l'arrêter là. De toute manière, on a vu le résultat. On va passer sur Créo, et maintenant je vais vous montrer. En fait, je vais faire les deux, comme ça vous allez bien voir la différence entre les deux. Je vais commencer par leur méthode, et puis ensuite on fera ma méthode à moi. Allez, on travaille sur ce plan, on fait une esquisse, euh, on se fait, voilà, comme ça, comme ça. On va utiliser ici le rayon, donc c'est leur méthode, hein, évidemment. Ensuite, au niveau de mon schéma de cotation, on va aller chercher donc la cote ici, voilà, avec cette précipitation, on va coter l'extrémité par rapport à ça. On lui met son petit 62 qui va bien. Ensuite, on avait une cote d'angle, si mes souvenirs sont exacts, à 35 degrés. Et puis là, je crois que cette cote ici, ouais, devait faire 32, quelque chose comme ça. On pourra vérifier après. Et puis là, donc, un rayon de 20. Voilà, donc ça, c'est la première courbe. OK. Et puis la deuxième, on va venir ici et on va donc dessiner de nouveau cette fois sur celui-ci une esquisse. On part de là, hop, on monte, on vient ici, c'est parfait. Et là, moi, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais créer une coïncidence entre le point là et puis la ligne là, déjà pour pas avoir positionné ma cote de 62, là où moi je suis sûr d'avoir toujours les mêmes hauteurs, et puis ici, on s'en fiche, en mettre 30, et un petit rayon, hop, ici. Alors, en plus, ça oblige à répéter le rayon, mais bon, c'est pas grave. Ici, on met notre rayon 20, voilà. Donc, on a la même configuration que nos deux compères ici. On va pouvoir cacher les plans maintenant. Et donc, on va récupérer cette courbe-là et cette courbe-là, et on va réaliser l'intersection des deux. Voilà. Ok, celle-ci, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ses propriétés, je vais juste changer sa couleur pour pouvoir la distinguer de l'autre après. Voilà. Ok. Et donc, cette courbe-là, ben, je la sélectionne. Je vais aller chercher le balayage, et sur ce balayage, on va venir juste tracer ici à l'extrémité en haut, ben, un cercle, comme ça. Et alors, bon, la cote aussi de diamètre importe peu, bon, mettons 15. Voilà.
Juste une chose, non, je vais faire quand même un truc euh, au niveau de l'esquisse. Hop, on va faire une demi-esquisse. On va faire une demi-portion de notre... et puis on fera l'autre à côté. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà, donc là on est bien. Donc ça c'est leur méthode, ok. Et ici, bah, cette portion-là, bah, je regrette, hein, c'est pas un arc de cercle. C'est pas un arc de cercle. C'est 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 des ronds. Bref, voilà. Et maintenant on va faire ma méthode à moi. Donc pour l'instant, je vais remonter avant tout ça. Je vais faire réapparaître mes plans. Alors ici, bon, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire une esquisse comme ceci. On récupère la cote de hauteur. Voilà, voilà. Toujours 62. Ici, je crois que j'avais mis 32. Et la cote d'angle de là, voilà, ici, on va mettre les 35 degrés qui vont bien. Voilà. Mais surtout, dans mon exemple, je ne mets pas le rayon ici. Voilà. On va venir maintenant faire la deuxième courbe. Alors avec ma manière de faire, je n'ai même pas besoin de tracer la droite verticale. On va récupérer directement ici, voilà, voilà, la référence là. Je fais juste une droite horizontale, comme ça, elle est à la même hauteur, j'ai pris comme référence l'extrémité ici, elle fait 30 et OK. Et maintenant, je prends donc mes deux courbes, je les prends dans l'arbre modèle, ça va plus vite, et je fais leur intersection. Et là, cette fois, mon intersection, donc si je cache ces deux courbes-là, voilà, donc pour l'instant, c'est que cette courbe ici, c'est pas bien grave, parce que je vais, par-dessus cette courbe-là, tracer une courbe à partir de points. Et c'est ça le plus important. Je vais prendre comme départ le point ici, je vais lui dire que, hop, le deuxième point ici, je fais une courbe droite avec des rayons. Et mon rayon, rayon 20. Et je vais utiliser comme ça, je vais au bout, ici. Et là, mes rayons, ce sont de véritables rayons tracés dans le plan formé par les deux courbes ici, par les deux droites. Ce qui fait que si maintenant j'utilise cette courbe pour réaliser mon balayage, d'accord, eh bien, je vais faire mon esquisse. Alors, il me propose de faire l'esquisse dans la partie basse. Donc, on va, je sais plus de quel côté était l'autre. C'est pas grave. Hop. Alors, voilà. Faire la petite maisonnette. J'avais un diamètre, je vais remettre un diamètre. Et voilà. Hop. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que ici, quand je fais mon balayage, eh ben, on reste bien dans le plan. On reste bien dans le plan. Et si je regarde l'autre balayage, ben vous voyez déjà qu'il y a ici, il reste pas forcément dans le plan. Hein, va, il va pivoter à un moment donné. Okay, et surtout, on a un décalage. On n'a pas du tout la même forme ici. On n'a pas du tout la même forme. Donc, dans un cas, avec la méthode de créoparamétrique qui consiste à créer une courbe intermédiaire dans laquelle on définit les rayons de cintrage qui sont systématiquement dans le plan, eh bien, on a cette fois une pièce qui correspond à la réalité de sa fabrication, c'est-à-dire des portions de tubes cintrées, soudées ensemble. Et vous voyez d'ailleurs que la longueur droite obtenue avec ma méthode, celle de créoparamétrique, et la méthode des utilisateurs des logiciels de l'à peu près, eh bien, on n'a pas du tout la même portion droite ici. Ce modèle-là, le modèle
généré avec des projections qui contiennent les rayons ne correspond pas à la réalité, ce modèle est faux. Voilà, simplement. Simplement. Donc, je vous déconseille de suivre leurs conseils à eux à la lettre. Euh, Alors, ils font les malins, pour montrer des pièces qui semblent comme ça compliquées à faire. Je pourrais continuer à vous expliquer comment on s'y prend dans Créo pour réaliser la pièce complète, mais c'était pas le sujet de cette vidéo. C'était surtout de vous montrer que, attention, euh, c'est pas parce que l'on réalise une pièce en 3D que c'est comme cela qu'elle sera derrière fabriquée. Pensez toujours aux gens qui fabriquent les pièces que vous concevez. Je vous souhaite le bonsoir, parce qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est près de 21 heures. Et je vous dis à la prochaine fois.